Cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Mali à l'honneur, avec le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, qui a animé un panel sur le renforcement de la construction de la paix. Occasion pour le professeur John Kounda Traoré de faire la genèse de la crise malienne et des propositions visant à rétablir, maintenir la paix et la stabilité dans l'espace sahélo-saharien. Exaction du MNLA sur les populations noires à Kidal et sur des Arabes et autres commerçants dans les communes de Tarkint, Inkhalid, Anefis et Aguelok. Nous aurons dans ce journal les éclairages de nos envoyés spéciaux. Envoi au Mali, bien entendu, d'une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine pour enquête. La mission, il faut le rappeler, avait été ordonnée par le sommet de l'Union africaine en juillet 2012. Pour en parler, nous recevons Maître Soyata Maïga, commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Avec elle, nous parlerons bien entendu de ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD se poursuivent dans la ville de Yokohama au Japon. Ce dimanche, le Mali était à l'honneur avec le président de la République par intérim qui a animé un panel sur le renforcement de la construction de la paix. Occasion pour le professeur John Kounda Traoré de faire la genèse de la crise malienne avant de faire une série de propositions visant à rétablir, maintenir la paix et la stabilité dans l'espace sahélien-saharien. Le point de cette conférence avec nos envoyés spéciaux au Japon, Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré. C'est une évidence. La crise malienne a permis de mettre à nu bien des insuffisances, des incohérences et surtout les manques de réactivité des États africains, des organisations sous-régionales face à une situation d'urgence. Commentaire d'un diplomate africain ici, les forces africaines en attente ont trop attendu. Le décor est planté pour le professeur John Kounda Traoré qui animait le panel sur le renforcement de la construction de la paix devant ses pairs et bien d'autres invités des marques. Premièrement, la nécessité de bâtir les armées républicaines disciplinées et équipées de manière à pouvoir faire face aux menaces contre la paix et la sécurité que représentent les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, une menace d'un type nouveau. Et compte tenu des faibles moyens de nos États, pris individuellement, envisager rapidement de bâtir une armée sous-régionale adaptée à la situation nouvelle avec l'aide de l'Europe et de la communauté internationale et peut-être même une armée africaine s'appuyant sur ces armées sous-régionales capables de réagir promptement et de faire face à toutes les menaces contre la paix et la sécurité sur le continent. Deuxièmement, l'effondrement anormalement rapide, je l'ai dit, des institutions qui a suivi les premiers jours des hostilités au nord du Mali montre que la construction de la paix est également tributaire de la gouvernance. Il reste maintenant à agir vite pour non seulement gagner les trinômes paix, bonne gouvernance et développement, mais aussi pour ensemble anéantir la menace terroriste, pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région. Le Burkina Faso, engagé pour le compte de la CEDEAO dans la médiation en vue du règlement pacifique de la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali, entend poursuivre ses efforts aux côtés du gouvernement malien et de la communauté internationale pour restaurer l'intégrité de ce pays frère, conforter la démocratie et rétablir les populations maliennes éprouvées, dont les nombreux réfugiés installés sur le sol burkinabé, dans leur dignité et leur espace de vie. Il s'agira pour les tout prochains jours de parvenir à un accord politique sur l'organisation des élections générales de juillet et sur l'engagement des partis sur la voie
pacifique pour le règlement de cette crise. Au Japon, l'on ne badine pas avec la sécurité. Et les maîtres mots ici, c'est la paix, fondation de toute croissance selon le Premier ministre japonais, qui s'engage une fois encore à répondre aux défis sécuritaires dans le Sahel. Ainsi, le Japon s'engage à fournir une aide de 100 milliards de yens sur 5 ans pour stabiliser et assurer le développement du Sahel. En plus, le pays s'engage à former 10 000 personnes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ici au Mali, le MNLA a tristement fait parler de lui ces derniers temps en commettant des exactions sur les populations noires à Kidal et sur des Arabes et autres commerçants dans les communes de Tarkint, Inkalid, Anefis et Aguelok. Les détails avec Daouda Sidiki Diarra. À Inkalid, Tessalid, Aguelok, Kidal, Anefis, le MNLA règne en maître absolu. Cette partie de notre territoire est devenue aujourd'hui un no man's land. Là-bas, les populations ne sont pas libres de leurs mouvements, elles sont soumises à toutes sortes d'exactions. Il est dans la brousse, c'est tout près dans leur campement, à 40 km d'ici, à face en face. Et là-bas, il y a les gens de Menela qui sont venus chez eux la nuit, et son frère, il y avait le véhicule de son frère là-bas. Son frère a fui avec la clé. Et finalement, lui, il était là-bas, ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé la clé, il dit que les clés ne sont pas avec lui. Là, c'est là où ils l'ont tiré dessus. Fiers de leur armée nationale, les populations demandent à nos soldats de venir les sécuriser. Nous, les Arabes là-bas, on a été dépouillés, on a été tués, on a été torturés sur Halil. Bon, si c'est quelque chose qui nous touche vraiment, qu'on ne voit pas que l'armée malienne est déjà intervenue. On a des gens qui ont été tués là-bas, tous nos biens ont été enlevés. Il y a des gens ici qui n'ont rien maintenant, ils étaient des hommes riches, aujourd'hui ils n'ont rien parce qu'on les a été vraiment, on les a tout enlevés là-bas. Il y a Tesserit, à Aguelok, on préfère la présence de l'armée malienne, tout, non seulement à Gao, mais dans tout le territoire. Pourquoi MNLA joue tout ce qu'elle veut sur les autres territoires et que le Mali, on ne va pas, une armée malienne qui nous dépasse, qui part à Kidal ou bien qui part à Aguelok ou bien à Nefes. La rosère arrosée, pourrait-on dire. Voilà, je vous le disais dans les titres, une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine est attendue demain à Bamako pour une enquête. À cet effet, nous recevons sur ce plateau Maître Soyata Maïga, commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Maître, bonsoir. Bonsoir. Quelle réaction vous avez déjà en regardant ce reportage de Daouda Sidiki Diarra? Je suis, en tant que malienne, en tant que nordiste, vous n'êtes pas sans savoir que je suis né à Kidal et que j'ai grandi à Menaka, où j'ai encore mes parents qui n'ont pas fui malgré les exactions et les brigandages qu'ils subissent tous les jours. Donc, comme je le disais, je suis désolé, je suis très triste, mais je pense que les conditions sécuritaires devraient être renforcées pour effectivement engager non seulement la responsabilité de l'État malien, mais également la responsabilité de ceux qui sont venus nous aider, que ce soit la MISMA, la MINISMA, et faire en sorte que des réorientations, des réaffectations de troupes soient faites compte tenu effectivement de ces poches de banditisme qui sont finalement assez... tous les jours, on entend, elles font parler d'elles. Donc, de mon point de vue, il est important que les conditions sécuritaires fassent en tout cas l'objet d'un examen, d'un réexamen s'il faut, pour que les déploiements des agents de la sécurité ou de l'armée et de toutes ces armées aussi qui nous aident, que soient affectés en tout cas à ces villes et ces petits villages, parce qu'on a l'impression que cette insécurité est en train effectivement de déménager et de se propager un peu partout, du nord au sud. Donc de mon point de vue, il est important effectivement que les spécialistes se penchent sur les conditions qu'il faut mettre, les moyens qu'il faut mettre en place pour sécuriser les personnes et leurs biens. Voilà, maître, nous en arrivons à l'objet de votre présence sur ce plateau. Je le disais donc, une mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine est attendue demain à Bamako pour une enquête. De quelle enquête s'agit-il exactement, maître Soyata? Il s'agit d'une mission d'établissement des faits qui a été instruite par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous l'avez rappelé en début de cet élément, à l'occasion de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Addis Abeba en juillet 2012.
cette conférence des chefs d'État a adopté une déclaration sur la situation au Mali, dans laquelle déclaration ils ont entériné également une décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est donc pourquoi c'est à la fois une mission instruite par la conférence des chefs d'État, mais sur conseil du Conseil de paix et de sécurité. Donc il s'agit effectivement pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, comme ça a été dit dans la déclaration, dans la décision du Conseil de paix et de sécurité, de venir au Mali, d'enquêter, de recueillir toutes les informations relativement aux violations des droits de l'homme, en particulier au nord. Et la ville d'Aguelhok a été nommément désignée dans la déclaration et dans la décision, à l'effet pour la Commission africaine, effectivement, de, in fine, faire des recommandations à l'Union africaine, au Conseil de paix et de sécurité, pour les mesures à prendre. Mais ces recommandations devraient également s'adresser à toutes les parties prenantes. La CEDEAO, puisque à l'époque, le Conseil de paix et de sécurité était présidé par le président Alassane Ouattara, mais également les Nations Unies, l'Union européenne, donc toutes les parties qui sont engagées aux côtés du Mali dans la résolution de cette crise. Voilà, maître, la mission arrivera dans notre pays demain. Elle va certainement, pour recueillir toutes les informations nécessaires, se rendre au nord du pays. Mais est-ce que également le sud est concerné? Le sud est concerné. Cette mission devait effectivement venir à partir déjà de l'adoption de cette décision qui a été faite en juillet 2012. Mais les échanges de correspondance entre la Commission africaine et les autorités du Mali, de ces échanges, il ressortait que les conditions sécuritaires à l'époque n'étaient pas au point, ne permettaient pas à la mission de se rendre à Aguelhok, de se rendre au nord Mali. Mais par la suite, nous en avons donc effectivement, nous en avons rendu compte au niveau du sommet de janvier 2013, parce que nous devions effectivement faire le rapport exhaustif et le présenter devant la conférence des chefs d'État et de gouvernement en janvier 2013. Cela n'a pas été possible, donc on a expliqué à la conférence que le Mali avait répondu pour dire que les conditions sécuritaires n'étaient pas prêtes. Et par la suite, donc, les correspondances ont continué. Et donc, c'est maintenant que, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la Commission africaine a été invitée à venir se rendre au Mali. Effectivement, on a parlé dans la décision du Conseil de paix et de sécurité et dans la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la situation des droits de l'homme, toutes les violations commises au Mali, que ce soit au nord comme au sud. Effectivement, avec un point appuyé sur ce qui se passe au nord ou ce qui s'est passé au nord à l'époque, parce que les exactions, par exemple, commises à Aguelhok ont été nommément également désignées dans ces documents-là. Mais il y a également les autorités aussi au sud, ici, le ministère de l'administration territoriale qui va interagir. Les commissaires vont également voir le ministère de la sécurité. Ils vont avoir une séance de travail avec le ministère de la justice, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des affaires religieuses, le ministère de la culture. Donc il s'agit pour les commissaires qui sont déjà dans nos murs, effectivement, d'avoir vraiment toutes les informations de toutes les parties étatiques, les parties non étatiques. Les commissaires vont rencontrer également les ONG qui ont eu à élaborer des rapports, qui ont eu à faire entendre leur voix, des témoignages, tous les témoignages possibles. Les victimes, les ayants droit, par exemple, des victimes des exactions d'Aguelhok. Et puis, donc, toutes les composantes de la société qui ont aussi leur avis à donner, qui ont suivi ces violations des droits humains, que ce soit au niveau des viols qui ont été commis sur les femmes, que ce soit la situation des enfants soldats qui ont pu être arrachés à ces djihadistes, et que ce soit également la dégradation des monuments culturels et historiques qui font partie du patrimoine mondial. Donc tout ceci devrait faire partie effectivement des renseignements qui doivent être mis à la disposition des commissaires. Alors, oui. Maître, est-ce que cette mission a une durée de travail bien définie? Oui, la mission démarre demain, ses travaux, et finit le 7 juin.
Alors, le 7 juin. Le 7 juin, c'est une mission d'une semaine. Parce que il y a quand même des contraintes par rapport à l'agenda de la commission. Une mission de ce genre est attendue également en RCA. Nous avions au préalable effectué une mission de ce genre aussi dans les territoires non occupés de la République sahraoui démocratique, à défaut de pouvoir nous rendre dans les territoires occupés. Alors, maître, excusez-moi de vous interrompre. Cette mission avait été ordonnée par le sommet de l'Union africaine de juillet 2012. Alors, pourquoi c'est presque un an après qu'elle se rend dans notre pays? J'avais répondu à cette question en disant qu'à l'époque, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dès qu'elle a reçu copie de la déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui l'invitait à se rendre au Mali et plus précisément à Aguelhok, avait écrit à travers l'ambassade du Mali auprès de l'Union africaine et le ministère des Affaires étrangères pour effectivement proposer des dates et proposer également des termes de référence. Malheureusement, à l'époque, effectivement, les conditions n'étaient pas prêtes. Les conditions n'étaient pas favorables et ce n'était pas possible en juillet 2012. Vous vous en souvenez? Voilà, absolument. Alors, maître, et qui sont ces enquêteurs et comment est-ce qu'ils ont été choisis? Au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous sommes 11 commissaires de 11 pays différents, représentant les différentes régions de l'Afrique et qui ont été choisis sur la base aussi de la langue juridique, la tradition juridique, le genre. Et les 54 pays de l'Afrique sont répartis entre 11 commissaires. Donc la mission sera l'idée, elle sera dirigée par la commissaire responsable de la promotion des droits de l'homme au Mali. C'est la commissaire Reine Alapini Gansou du Bénin. Elle est composée également de 3 autres commissaires qui ont été choisis en fonction des thématiques dont ils ont la charge. Il y a le commissaire Mohamed Béchir Kalfala de la Tunisie, qui est le président du groupe de travail des droits socio-économiques. Vous savez que cette crise a mis à terre un certain nombre d'acquis, la destruction des centres de santé, des écoles, et le fait aussi qu'au niveau des réfugiés, des populations déplacées, nous avons effectivement des gros soucis, des gros besoins en termes d'accompagnement des parents par rapport à la scolarisation de ces enfants, par rapport également à comment faire vivre également ces enfants et ces familles. Il y a également la commissaire de l'Algérie, Maya Sahli Fadel, qui est la rapporteure spéciale chargée des réfugiés, des personnes déplacées et des chercheurs d'asile. Et vous savez également que là aussi, c'est vraiment un gros problème que le Mali aura à gérer maintenant et après. Et avec le Mali, l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité et tous les amis du Mali, ces réfugiés, comment ils vivent dans les autres pays, comment ils vont revenir et à quel moment ils vont revenir. Les personnes déplacées qui sont là, comment elles vivent, comment elles peuvent retourner et dans quelles conditions elles vont retourner chez elles. Et nous avons enfin la commissaire Lucie Assou-Agbor du Cameroun, qui est la présidente du comité VIH-Sida, personnes affectées, infectées et personnes à risque, personnes vulnérables. Et là également, nous savons que ce conflit a perturbé effectivement le bon fonctionnement du Haut Commissariat, du Haut Conseil, du moins au SIDA, du Haut Conseil, le Conseil exécutif du SIDA. Et nous avons malheureusement des personnes atteintes, infectées, affectées, qui sont parmi les personnes déplacées, parmi les personnes réfugiées. Et ce comité travaille en synergie avec ONU-SIDA. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif final, c'est de faire des recommandations, pas seulement à l'Union africaine, mais des recommandations aux agences spécialisées du système des Nations Unies, de façon effectivement à faire en sorte que s'il y a un accompagnement, cet accompagnement soit plus conséquent, soit plus orienté, soit plus adéquat, avec effectivement des recommandations concrètes sur les mesures à venir. Alors, maître, vous êtes vous-même membre de cette commission. Quelles sont vos attributions en son sein? Je voudrais dire que déjà au niveau de cette mission d'établissement des faits, la commissaire du Mali que je suis pour
des questions de respect des principes d'équité et d'indépendance du rapport qui va être produit, parce qu'il s'agit de faire en sorte que toutes les violations, que ce soit des violations étatiques ou des acteurs non étatiques, que toutes ces violations en tout cas soient mises sur la table et qu'on puisse effectivement, au niveau non seulement de la délégation, mais au niveau de la Commission africaine dans son entièreté, qui va devoir adopter le rapport, il s'agit effectivement de pointer du doigt là où ces violations ont été commises, par qui elles ont été commises et comment y remédier. Et c'est là que vous intervenez? Non, je n'interviens pas parce que là, il s'agit, il y a peut-être des recommandations qui vont fâcher, il y a peut-être effectivement des informations qui vont fâcher, mais je voudrais simplement dire que l'Union africaine, c'est vraiment la grande famille. La grande famille qui a réagi, qui a accompagné, qui s'est sentie complètement solidaire du sort du peuple malien. Et que la Commission africaine, c'est le premier organe de promotion et de protection des droits de l'homme sur le continent. Et que le travail que nous faisons, c'est un travail didactique, un travail d'accompagnement, un travail de conseil. Et que, in fine, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions contribuer tant soit peu à des recommandations qui puissent effectivement faire intervenir la synergie entre toutes les parties prenantes, tous les acteurs, de façon effectivement à faire en sorte que ce que nous connaissons au Mali, qu'on puisse effectivement les résoudre avec les moyens qu'il faut, avec les acteurs qu'il faut, avec l'accompagnement qu'il faut. Mais comme je vous l'ai dit, pour les principes d'équité et d'indépendance, moi je ferai pas partie de cette mission ici au Mali. Je joue un rôle de facilitation et je voudrais profiter de votre antenne justement pour remercier les autorités du Mali pour avoir accueilli cette mission, mais demander également à tous les services qui ont été déjà destinataires du programme de l'agenda de la Commission africaine, de l'agenda de la mission, de pouvoir les accueillir, de préparer des documents, de donner des documents, de faire intervenir les techniciens, pas seulement les ministres, mais également les techniciens pour donner des renseignements, des informations fiables et qui puissent également donner des recommandations, les besoins. C'est surtout ça, les préoccupations, les besoins des services. Merci, Maître Soyata Maïga. Je rappelle donc que vous étiez ici sur ce plateau pour nous parler de l'arrivée demain dans notre pays de la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine pour enquête. Je rappelle que vous êtes donc commissaire rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Merci. Nous poursuivons donc ce journal avec le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement qui était vendredi dernier à Diafarabé dans le cercle de Tenenkou. L'objectif de cette visite du ministre Ousmane Agrissa était de s'enquérir des conditions de redémarrage des travaux de la protection des berges du fleuve Niger. Ce projet vise à arrêter l'érosion hydrique qui menace une bonne partie du village de Diafarabé. Sur place, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a constaté que toutes les dispositions sont en place pour la reprise effective des travaux. Kandesila. Le site du chantier de la protection des berges de Diafarabé qui a reçu la visite du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement consiste au battage de pales planches pour la protection des berges sur environ 800 mètres. Le dallage en béton délimitant la zone d'habitation. Il s'agissait pour le ministre Ousmane Agrissa de faire une évaluation pour le redémarrage des travaux qui avaient connu un arrêt suite à la crise survenue dans notre pays. À ce jour, les préparatifs sont en cours par l'entreprise qui rassure le ministre que toutes les dispositions sont prises pour le redémarrage effectif de ces travaux. Les équipes sont sur le terrain, les machines sont sur le terrain, les matières premières sont sur le terrain. Donc il n'y a rien qui nous empêche de redémarrer. Et nous pensons que nous allons redémarrer et finir dans les délais. Du côté également des autorités, des mesures idoines sont arrêtées pour mener à bien ce projet, car il s'agit de sauver Diafarabé de l'érosion hydrique qui avance à un rythme effréné de 2 mètres par an. Un phénomène qui menace de faire disparaître une bonne partie du vieux village réputé pour la traditionnelle et historique fête de la traversée des bœufs de Diafarabé. Je suis heureux de constater que l'entreprise a fait beaucoup d'efforts. Nous avons convenu que le démarrage des travaux est prévu pour le 15 juin 2013. Et c'est une date à laquelle nous tenons énormément. Nous allons être très vigilants. La population, à travers la mairie, les chefs de village, les députés, moi-même, nous tous, nous allons être très regardants sur cette date du 15 juin 2013.
À quand la fin de l'angoisse des populations de Djafarabé, s'interrogent les élus et les populations lors de la rencontre qui a suivi la visite. La réponse de Ousmane Agrissa est sans jambage, dans 2 mois. Notons que ce projet est le premier lot des 2 autres qui concernent le curage du bras du fleuve et la construction d'un ouvrage de franchissement. Le montant total des 3 lots s'élève à plus de 13 642 millions de francs CFA. À présent, ce communiqué avant de poursuivre en image, la capitale belge Bruxelles abrite du 2 au 8 juin prochain les travaux de la 97e session du Conseil des ministres des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et de la 38e session du Conseil des ministres ACP-UE. À cette occasion, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, qui devra représenter notre pays à ces 2 importants forats, quitte Bamako ce soir pour Bruxelles en marge des travaux de cette rencontre économique. Maître Demba Traoré s'entretiendra à nouveau avec nos compatriotes établis dans la capitale belge ainsi que les investisseurs potentiels intéressés par la destination Mali avant de regagner Bamako le 9 juin prochain. Fin du premier forum national sur l'intégration de l'équité et de l'inclusion dans l'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement. À l'issue des travaux, les acteurs ont fait des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Adama Kodjo. Durant 3 jours, les participants au forum venus du Mali et d'ailleurs ont échangé sur l'accès des personnes handicapées à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Pour le respect des droits de ces couches vulnérables, le forum recommande la documentation et la diffusion des expériences en matière d'équité et d'inclusion. Il demande aussi un appui pour la mise en place d'une commission nationale de suivi de l'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. La mise en œuvre et l'adoption d'abord de la loi de protection sociale en faveur des personnes handicapées. Quand cela sera, beaucoup d'autres préoccupations seront prises en compte immédiatement. Ça, c'est la première recommandation. Une autre préoccupation, c'est de faire en sorte que les infrastructures publiques soient accessibles aux personnes handicapées. Les défis à relever sont énormes. C'est pourquoi la représentante du ministre de l'Énergie et de l'Eau appelle à une synergie d'action de tous les acteurs. Le gouvernement du Mali reste engagé aux côtés des différents acteurs afin de trouver une solution durable à la problématique qui est posée. La mise en œuvre des recommandations issues de ces forums permettra, j'en suis persuadé, aux personnes en situation de handicap de jouir de leurs droits d'accès aux services sociaux de base, dont l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Pour l'application des recommandations, déjà, un comité de suivi est mis en place. Il doit mener des actions de plaidoyer et de lobbying auprès des décideurs. Nous sommes à présent dans la page consacrée aux élections. L'Union des Patriotes pour la République UPR se prononce sur la situation sociopolitique que traverse notre pays. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le parti hier à son siège. Les organisateurs de la conférence ont souligné la nécessité de réussir les élections à venir et rejettent tout accord mettant en cause l'intégrité territoriale du Mali. Agali Agissa. Quelle lecture fait l'Union des Patriotes pour la République IRP de la situation qui prévaut au Mali? La question est au cœur d'une conférence de presse animée par les responsables du parti. Le Mali, après plus de 50 ans d'existence, vit une des périodes les plus difficiles de son histoire. Cet état de fait résulte de la gestion faite des rébellions successives, notamment les intégrations des combattants rebelles dans les différents corps de l'armée, de la police et de la douane. Après une transition post-coup d'État qui a connu des moments très délicats, notamment les dissensions au sein de l'armée, l'avancée des narcoterroristes du MNLA, de l'Amsardine, du Moujao, la cherté de la vie qui en a découlé pour les populations qui sont presque au bord de la rupture, une crise doit être évitée. Les leaders du parti réclament un État où les droits humains sont garantis à tous. Concernant la situation du pays, notamment la nécessité absolue de maintenir le Mali dans une république unie, laïque, où tous les fils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Notre parti rejette toute initiative
à faire une énième prime à la rébellion. Nous rejetons tout accord, même minimal, à une idée d'autonomie ou une autodétermination de Kidal. L'IRP participera à toutes les échéances électorales et va soutenir un candidat qui défend les mêmes idéaux que ceux du parti. Quant à l'avenir du Mali, les responsables du parti gardent bon espoir. Un autre parti politique vient de voir le jour. Il s'agit du parti Lumière pour l'Afrique, PLA. Il a été porté sur les fonds baptismaux hier samedi à l'issue d'une assemblée générale constitutive dans la salle de conférence du Conseil de cercle de Kati. Reportage de Nando Dambélé. Avec pour emblème la carte de l'Afrique frappée des initiales du parti dans un cercle sur fond noir et jaune, le parti Lumière pour l'Afrique, en abrégé PLA, se veut un parti pour la jeunesse. Il s'agit de cette jeunesse citoyenne, responsable, consciente de son rôle et surtout d'une jeunesse patriote, militante engagée pour relever les défis de l'ère. Ce qui donne à la devise du parti patrie, travail, honneur, toute sa signification. Ambitieux, le jeune parti rêve de bâtir un Mali fort dans une Afrique unie. Le parti Lumière pour l'Afrique vous exhorte au travail pour refaire le Grand Mali. C'est par le travail seulement que nous parviendrons à bout des mots qui jongent notre chemin. Mais ensemble, nous y parviendrons grâce à une synergie d'action et en faisant appel à tous les compatriotes maliens de l'intérieur et de la diaspora. Se disant ouvert au dialogue avec les autres formations politiques partageant ses idéaux, le parti Lumière pour l'Afrique entend pleinement jouer son rôle de parti phare, lumière et de modèle pour donner espoir aux Maliens. Son cheval de bataille reste la lutte contre les grands maux qui gangrènent notre société, à savoir la malgouvernance, la délinquance financière, la corruption, le clientélisme, le népotisme et l'incivisme à outrance. Sadou Abdine Diallo est le candidat du Rassemblement africain pour la gouvernance éclairée. Rage, la déclaration a été faite lors du lancement du mouvement hier à la Maison de la Presse pour la reconstruction du Mali. Le jeune ingénieur de construction civile a pour solution le dialogue, l'amour du prochain et la réconciliation nationale. Mamoudou Sidibé. J'ai l'honneur de vous annoncer en ce moment solennel ma candidature aux élections présidentielles de juillet 2013. Cette déclaration solennelle de candidature aux présidentielles de juillet prochain lance du coup les activités du jeune mouvement. Le Rassemblement africain pour une gouvernance éclairée, RAGE, est bâti sur un piédestal à 3 facettes. La fraternité, la responsabilité et la justice. Cet ingénieur de construction civile a choisi ses remèdes pour un Mali malade. Nous devrons administrer des remèdes tels que la paix, le dialogue, la tolérance, l'amour du prochain, la réconciliation nationale et la reconstruction nationale, gage de développement humain durable et socle de développement pour notre pays, le Mali. Pour réussir cette épreuve, il a invité les Maliens à dire non à la stigmatisation avant de saluer l'intervention des pays amis au Mali. En prélude au lancement, une projection vidéo a permis au mouvement de partager ses préoccupations avec les participants à la cérémonie. Aglal est une localité située dans le cercle de Tombouctou. Pour le moment, l'administration n'y est pas. Cependant, le préfet et ses collaborateurs se sont rendus dans différents villages afin d'entretenir les populations sur les élections présidentielles de juillet prochain. Ce déplacement des représentants de l'État vers les populations permet de rapprocher davantage l'administration des administrés. Envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adam Ndjimde. Dans la commune de Lafia, cercle de Tombouctou, l'administration n'est pas pour l'instant sur place. Car cela ne tienne, les représentants de l'État ont tenu à regrouper les différents villages pour un message fort. Il s'agit de l'organisation des élections présidentielles du juillet prochain. Compte tenu de la situation, les habitants étaient coupés de tout. Les sous-préfets et préfets se sont fait le devoir de se rendre sur place pour une mise à niveau par rapport au scrutin. Pour la réussite de cette opération, chacun doit se sentir intéressé. Je profite de cette tribune pour vous informer que les élections présidentielles sont prévues pour juillet 2013. Je vous invite chacun, en ce qui vous concerne, de contribuer à sa réussite.
La présente rencontre s'est déroulée en présence des forces armées de sécurité. Les soldats ont d'ailleurs tenu à fouiller les locaux de la mairie qui jadis étaient occupés par les terroristes. Pour manifester sa reconnaissance, le maire, au nom de sa commune, a offert 1 million de francs CFA et une quinzaine de bœufs à l'armée malienne. À l'instar de toutes les communes du nord du Mali, il est de notre devoir aussi la commune Lafia, qui son nom porte même la paix, est obligé de faire un geste à l'armée. Parce que ici, la commune de Lafia, après Tombouctou, c'est le deuxième site des islamistes. Donc pour nous, c'est un grand plaisir de faire ce geste à l'armée malienne. Cette mission civilo-militaire a permis de faire d'une pierre deux coups. Dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2013 des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens établis à l'extérieur, une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président Jamil Bitar s'est rendue du 7 au 29 mai dernier en République de Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en France et en Espagne. Le président Jamil Bitar explique l'objectif de cette mission et les grandes préoccupations des Maliens de l'extérieur avant d'évoquer l'ouverture de la session du Conseil économique, social et culturel de demain lundi 3 juin 2013. Jamil Bitar est au micro de notre reporter Agibou Koulibaly. Les Maliens estiment aujourd'hui, les Maliens de l'extérieur bien sûr, que les conventions qui nous lient nos États aux États d'accueil sont pratiquement dépassées. Il faudrait rapidement revoir ces conventions et passer à une relecture. Les Maliens de l'extérieur estiment également que aujourd'hui, la réinsertion de ceux qui voudraient retourner au pays est quand même une difficulté en soi. Et également, ils nous ont fait comprendre comme quoi il faudrait au niveau de toutes les juridictions de l'extérieur un fonds de solidarité qui serait disponible au niveau des différentes ambassades. Même en cas de décès, ils ont des problèmes pour évacuer les corps. Mais ce qu'il faut quand même noter, partout où nous sommes passés, tous les Maliens pratiquement à l'unanimité ont déploré le faible taux de recensement au niveau du RAVEC. La préoccupation majeure également, on nous a fait toujours comprendre comme quoi une élection sans le nord du pays serait une élection vraiment qui n'est pas une élection malienne. La prochaine session du Conseil qui est consacrée justement à ce recueil annuel des besoins, des attentes de nos populations est fixée pour le lundi parce que c'est des séances plénières dans lesquelles la participation de tous est vivement souhaitée. L'ouverture justement des travaux de la 8e session ordinaire aura lieu demain, lundi 3 juin à 9h au siège de l'institution à Koulouba, mise en place terminée 8h30. Ce communiqué, d'abord, le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux, la presse publique et privée, ainsi que le public à prendre part à une séance plénière de la session en cours de l'institution qui se tiendra demain, lundi 3 juin 2013 à 9h dans la salle de délibération à l'ex-primature. Les administrateurs civils s'opposent à leur déploiement à Kidal sans la présence de l'armée malienne et aussi du nouveau projet de loi portant nomination des administrateurs civils en République du Mali. Ces répliques ont été faites à travers une conférence de presse tenue à la Bourse du Travail, conférence qui était conjointement animée par les responsables des différents syndicats. Abdraman Maïga. Les administrateurs civils se disent prêts à tout mettre en œuvre pour accompagner le gouvernement de la transition à réussir le pari de l'organisation des élections de juillet prochain. Pour accomplir ces charges, les représentants de l'État posent deux préalables, à savoir la mise à leur disposition de moyens adéquats et le retour de l'armée à Kidal. Selon le secrétaire général du syndicat national des administrateurs civils, leur redéploiement à Kidal dépend aujourd'hui de celui de l'armée malienne. Sans l'armée malienne à Kidal, ils ne bougeront pas d'un iota. S'agissant de Kidal, nous clamons ici haut et fort notre opposition catégorique au départ à Kidal de nos camarades sans l'armée malienne. Nous nous opposons catégoriquement au départ de nos camarades dans l'insécurité. Il faudrait que l'armée malienne soit là. Le second point de cette conférence de presse concerne le nouveau projet de loi portant nomination des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Par rapport à l'organisation des élections, nous avons un rôle que nous sommes prêts à jouer, à
accompagner l'État parce que nous savons que c'est à ce prix, et seulement à ce prix, que le Mali va renouer avec la normalité. Sans élection, on va continuer dans cette atmosphère de flou politique. Après avoir observé une minute de silence à l'endroit de toutes les victimes de la crise politico-sécuritaire au Mali, les administrateurs et les travailleurs de l'administration territoriale se sont félicités des efforts consentis par notre armée et ses alliés. Ces actes de bravoure permettent selon eux de redonner à notre pays sa renommée d'antan. On va à présent parler de cette cérémonie de décoration. Le lieutenant-colonel Thierry Delfos, assistant technique français à la direction de la sécurité militaire, vient d'être élevé au rang d'officier de l'ordre national à titre étranger. C'était dans l'enceinte de la direction de la sécurité militaire. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Salifou Koné, en présence de plusieurs personnalités militaires maliennes et attachées de défense des pays amis. Depuis octobre 2012, le lieutenant-colonel Thierry Delfos a été mis à la disposition de la direction de la sécurité militaire. Très vite, il s'est remarqué par son travail bien fait et sa détermination à relever les multiples défis liés aux missions assignées à ce service de sécurité militaire. Le directeur de la sécurité militaire, le colonel-major Bouakar Keïta, a dans son allocution magnifié les sacrifices de l'officier français qui, durant tout son séjour dans notre pays, s'est donné corps et âme pour renforcer les capacités opérationnelles de la DSM. Le récipiendaire n'a pas manqué de manifester toute sa satisfaction et sa reconnaissance aux plus hautes autorités du Mali, particulièrement au personnel de la DSM. Il se dit fier et enthousiasmé par l'octroi de cette distinction. En 5e région, le PAM et CARE International viennent de procéder au lancement des travaux d'un projet de résilience dans la commune de Madiama, dans le cercle de Djéné. Le projet devra profiter à 2500 ménages pour 375 tonnes de vivres sur 2 ans. Il vise à atténuer les difficultés des populations, difficultés liées au changement climatique. Un projet financé par l'Union européenne. Reportage de Jules Sambou-Sissoko. Ce projet de résilience veut une réponse appropriée aux conséquences du changement climatique qui touche la commune de Madiama dans le cercle de Djéné. On pense volontiers aux graves inondations de 2012. Le projet a plusieurs composantes, exécutées en IMO sur Funfawok au profit de 2500 ménages. Le projet Résilience est une initiative du PAM international sur le financement de l'Union européenne et exécuté par CARE International au Mali dans le cercle de Djéné. L'objectif du projet, c'est de réduire la souffrance des communautés à travers la construction des actifs comme les périmètres maraîchers, donc toutes les activités de relance économique. Nous intervenons pour pouvoir aider les populations à transformer leur environnement immédiat. Parce que comme on a vu au Mali et à travers un peu partout dans le monde, soit on a eu chaque année, soit à beaucoup plus de pluie ou à pas de pluie tout simplement. Et ceci a eu des effets négatifs. Heureuses d'en bénéficier, les populations assurent de prendre le projet à bras le corps et l'autorité administrative de souligner tout le bénéfice du projet. Il s'agit également de mettre des moyens de subsistance grâce à l'introduction de techniques d'amélioration durable dans le système de production de 5000 hectares de périmètres maraîchers, 10 hectares de reboisement, 40 hectares de broutières, 4000 mètres de digues de ceinture et 2 hectares d'étangs piscicoles. La mobilisation à cette cérémonie de lancement est un signe fort de l'engagement des bénéficiaires pour la réussite de ce projet de résilience. Caritas Mali a tenu vendredi dernier une rencontre d'induction sur la cohésion sociale. La rencontre présidée par l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, avait pour objectif de définir et d'expliquer les concepts en matière de protection et de cohésion sociale. Isaac Tchenou. Le Mali à l'heure de la réconciliation. On se rappelle que l'éclatement de la crise a sérieusement endommagé le tissu social qui a aujourd'hui besoin d'être recousu. L'Église catholique, à travers Caritas, est soucieuse de cette situation que connaît le Mali et apporte sa réponse. Une réponse à travers le projet régional de récompense d'urgence et de renforcement des capacités dénommé EA38-2012 Sahel, qui concerne le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Cela à travers les activités de sensibilisation des populations. Voilà pourquoi Caritas Mali a initié cette rencontre d'induction sur la cohésion sociale. Il faut reconstruire le Mali, c'est bien commun. Reconstruire tout ce qui a été détruit, à commencer par la confiance en nous-mêmes d'abord, le changement de comportement, le respect de la valeur, la redécouverte de la solidarité et de la justice. Nous sommes à la veille des élections présidentielles
dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet 2013. Et la décision est prise. Il faut y aller. Les travaux qui ont porté sur une journée ont permis aux participants de comprendre les concepts et les étapes d'approche de protection de la cohésion sociale, identifier les actions clés de sensibilisation et les messages pouvant contribuer à la protection et à la cohésion sociale au Mali. L'État a plus besoin de l'apport de tous, individuellement, collectivement, pour reconstruire le Mali nouveau. Pour construire un nouveau Mali, il faudrait se rencontrer, s'écouter et que chacun fasse violence sur lui-même à tous les niveaux. Nous livrons à présent le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le collectif des ressortissants de la région de Kidal, Correc, a appris avec indignation et stupeur certains comportements survenus ces derniers jours à Kidal, comportements contraires à l'éthique, à la morale, à la tradition millénaire empreinte de solidarité, d'entraide, de respect mutuel, de tolérance et de cohabitation pacifique qui ont toujours caractérisé les rapports entre toutes les communautés de la région de Kidal. Le collectif des ressortissants de la région de Kidal condamne avec la dernière rigueur toute forme d'exaction et de stigmatisation contre les paisibles populations civiles, quelles qu'elles soient. Le collectif exhorte le gouvernement du Mali à diligenter toute forme de démarche visant à ramener la paix, la cohésion sociale dans le respect de la laïcité, l'unicité nationale et l'intégrité territoriale. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SINABEF a tenu hier samedi son deuxième congrès statutaire. Au cours du dit congrès, il a été question du renouvellement du bureau de la relecture des textes du syndicat. Le SINABEF, il faut le rappeler, est un syndicat national affilié à l'UNTM. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga. Créé en 2004, le SINABEF, syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce, prend en compte les préoccupations des travailleurs. Le mandat qui s'achève est positif. Positif dans la mesure où il y a eu des luttes menées par l'ancien bureau avec le dynamisme, le courage et la volonté des membres qui constituaient ce bureau. Ces problèmes ont été vraiment résolus, notamment l'amélioration des conditions de vie des travailleurs au niveau du secteur bancaire. Suite à l'établissement et à la négociation de la convention qui lie les travailleurs et les employeurs. Affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, le SINABEF juge satisfaisant ce mandat qui s'achève. Ses membres estiment cependant qu'il ne faut pas baisser la garde car l'augmentation de l'emploi des jeunes est un autre défi à relever. Et concernant ce point, le secrétaire général de l'UNTM rappelle. Le syndicalisme, vous l'avez prouvé, n'est pas seulement qu'une revendication. C'est important de le dire. Le syndicat, c'est participer à la vie des entreprises, surtout que votre secteur est du privé. Faites en sorte de donner toute votre contribution pour la prospérité des entreprises dans lesquelles vous opérez. C'est dans cela que le salut du mouvement syndical advienne. Au cours du deuxième congrès statutaire du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce, ses membres doivent mettre un nouveau bureau en place et faire la relecture des textes du SINABEF. Il faut ajouter qu'au terme des travaux, Agibou Boiré a été élu secrétaire général du SINABEF. Ses membres ont recommandé le retour des entreprises dans la région du Nord et avec toute la sécurité requise. 56 agents de santé, de relais de santé communautaire d'Irimadio ont été renvoyés à leurs fonctions. C'était au cours de la cérémonie de lancement des activités de ces nouveaux agents au compte du CSOR de Irimadio. Munis chacun de kit, les agents recrutés sont chargés de réaliser le test de diagnostic devant tout cas de fièvre et traiter tous les enfants souffrant du paludisme simple par le CTA. Ce relais type 2 est une initiation de l'association de santé communautaire d'Irimadio en partenariat avec le projet Mousso Ladamoune. Fadem Bakita. La remise des kits de santé contenant chacun un thermomètre, des gants, d'antiseptiques, des bandes aux 56 nouveaux agents communautaires appelés les relais de type 2 marque le démarrage de leurs activités. Recrutés pour 5 ans au compte de la population de la commune 6, ils sont chargés à travers le système de porte en porte de dépister, traiter le paludisme simple par les CTA, les infections respiratoires aiguës ou autres chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Le projet doit également faciliter le suivi des patients. Grâce aux différentes stratégies, la mortalité et la morbidité dues au paludisme est considérablement diminuée ces dernières années. Ces activités ont permis d'augmenter la capacité technique du gestion ainsi que sa fréquentation. Ils ont été recrutés
pour qu'ils puissent être les yeux, les membres, les oreilles du CESCOM au niveau de leur communauté. Donc, en cas de problème de santé au niveau de la communauté, ces agents, si ça dépasse leur capacité de pouvoir intervenir, ils doivent favoriser, permettre aux malades, qu'ils aient de l'argent ou pas, les permettre de venir au centre de santé. Le projet permet d'appuyer les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre le paludisme. C'est une aubaine pour les ASACO parce qu'ils visent à rapprocher davantage les soins des ménages et aussi de pallier à la pénurie du personnel. Cela doit être soutenu par la mise en place d'un système de motivation basant sur le rendement. Les agents recrutés se disent prêts à accomplir leur mission. Je suis chargée d'accompagner les agents de santé et de voir leur travail, leur passage pour atteindre le but du projet. Démarré en septembre 2008, les relais de type 1 et 2 comptent aujourd'hui 75 agents. Le projet est le fruit d'un partenariat entre l'ONG Moussola Damouné et la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM à travers l'ASACO de Yirimadjo. Un mot de littérature avec la sortie dans les bibliothèques de nouveaux ouvrages au-delà des frontières de notre compatriote Bakary Diallo, ingénieur en informatique. Un livre destiné, comme il l'écrit lui-même, à tous les jeunes d'origine africaine qui souhaitent poursuivre leurs études en Occident. Témoignage parfois émouvant de ces jeunes qui découvrent en Europe une réalité toute différente de celle du continent. Au-delà des frontières est édité par la Doxa Édition. Voilà, notre compatriote Bakary Diallo, auteur de ce livre intitulé « Au-delà des frontières » à lire à tout prix et disponible dans les différentes bibliothèques de Bamako. Sport, football, championnat national de Ligue 1. 2 rencontres étaient hier au programme de la 24e journée. Au stade Omnisport Modibo Keïta, la Jeanne d'Arc de Bamako, qui n'a plus gagné depuis quelques journées, s'est offerte une précieuse victoire 1-0 face à la Somme. En première rencontre, le COB a été tenu en échec par l'USFAS, 1 but partout. Le point de ces deux matchs avec Al Jumatina. À quelques journées de la fin du championnat national, certaines rencontres ont désormais l'allure d'une finale, compte tenu de leur enjeu. C'est le cas ici entre le club olympique de Bamako en vert, qui cherche à terminer sur le podium, et l'USFAS qui vise le maintien. Le SOB favori avant la rencontre va d'abord douter, pour ensuite imposer sa mainmise sur le jeu. À la 21e minute, Ismaïla Diarra en 2 temps échoue sur le but usfacien, mais c'est une tête qui est partie remise pour les Olympiens. Après un bon mouvement collectif à la 35e minute, Amidou Traoré s'en va battre Komandian Keïta. À la mi-temps, l'USFAS est mené 1-0. Si la 10e période paraissait facile pour le COB, c'était sans compter avec la détermination des porteurs d'uniforme qui vont croire jusqu'au bout. Impuissant de creuser l'écart, le club olympique de Bamako s'est viré rattrapé au score à la 89e minute grâce à Lassine Keïta. 1 but partout, l'USFAS est revenu de loin. Pour le COB, le podium est loin d'être acquis avec ces matchs nuls. La 10e affiche entre l'association sportive olympique de Misra et la Jeanne d'Arc avait pour enjeu gagner et s'éloigner des profondeurs du classement. Mais dans ce cas de figure, la pression était beaucoup plus sur les épaules de la GIA qui est au bord de la relégation. Finalement, à l'issue d'une partie terne en occasion, la vieille dame s'en est bien tirée d'affaire. Elle arrache les 3 points grâce à un lob magnifique de Youssouf Diarra à la 77e minute. L'espoir de se maintenir en Ligue 1 est rené pour la GIA qui devra composer désormais sans son entraîneur principal Geladio Nango. La Jeanne d'Arc, avec désormais 24 points, est à égalité avec l'USFAS. Voilà un match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le stade malien de Bamako a battu aujourd'hui à Bujumbura Lydia Académique du Burundi par 1-0. Le but stadiste a été marqué à la 12e minute par Lamine Diawara. C'est un résultat qui permet donc au stade de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe CAF. Le stadiste avait déjà remporté cette coupe en 2009. Et puis avant de nous quitter, sachez que votre émission Questions d'actualité a pour sujet ce soir l'amélioration du taux de participation à l'élection présidentielle de juillet prochain. Yaza Koulibaly et ses invités, essentiellement des représentants des partis politiques et de la société civile, vous en diront davantage après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Questions d'actualité, c'est en direct et en synchronisation avec la radio nationale.
Voilà, c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.ortm.ml. Demain, 10h et 13h, vous serez avec Nyanya Alou Traoré. Et pour les éditions du soir, Aïssata Ibrahim Maïga. Bonsoir et bonne suite des programmes.